Alors, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter ? Alors, je suis Flore Vasseur, je suis écrivain, entrepreneur et réalisatrice de documentaires. Pour elle, la vie c'est comme une partie de flipper où on remet sa bille en jeu sans savoir où elle va rebondir. Ces 20 dernières années, Flore a consacré sa vie à créer et mettre en lumière des nouveaux récits pour amener plus de conscience dans notre rapport au monde. Mais comment Flore a-t-elle eu cet éveil de conscience écologique ? Vous écoutez Wabi, une série documentaire qui explore la conscience des femmes et des hommes qui protègent la Terre, par Émilie Vido et Massif. Je dirais pas que mon travail porte sur l'écologie, mais sur la question de la vie en fait. La question de la nature, de ce qu'on lui fait, est exactement la même chose que ce qu'on nous fait. Et j'essaye de ne pas aller dans ce discours qui montrerait que d'un côté il y a l'écologie, de l'autre côté il y a la justice sociale par exemple. Pour moi tout est dans tout, tout est extrêmement lié. J'essaie d'avoir une vision qui est la question de notre rapport au monde, et pas seulement le rapport à la nature. J'ai grandi à Annecy, entre un lac sublime, le plus pur d'Europe, et des montagnes douces, qui étaient mes terrains de jeu, vraiment. J'ai fait beaucoup de surf, j'ai passé énormément de temps à l'adolescence, dans la nature, à glisser sur les montagnes. Et ça m'a sauvée. Ça a un peu façonné mon rapport à la vie aussi, d'ailleurs, et à l'effort, et à la solitude. Mais toujours est-il qu'à part ça, j'étais vraiment pas une rebelle, quoi. Et donc, j'ai vraiment fait tout ce qu'on m'avait demandé de faire. J'ai vraiment été une bonne petite. Donc, j'ai bien travaillé à l'école. Si je travaillais pas bien, je travaillais encore plus. J'ai intégré HEC. À la sortie d'HEC, on m'a dit « T'as tous les droits, tu peux tout faire ». Bah, du coup, je suis partie à New York, j'ai monté ma boîte. Enfin, j'ai jamais rien questionné, en fait. Et j'ai toujours obéi. À 24 ans, j'étais sur le toit de mon immeuble à New York à regarder les tours s'effondrer. J'arrive pas à dire que j'ai eu peur parce qu'en fait, c'est vraiment pas un sentiment que j'ai eu, mais il paraît que quand vous faites mordre par un requin, vous avez pas peur non plus. J'ai réagi en me protégeant complètement de la réalité, en me disant que j'étais en train de dormir, que j'étais en train d'assister à un tournage d'un film. Enfin, je me suis raconté toute une série de scénarios. Jusqu'à ce que, puisque le truc s'installait, je me rends compte que non, je ne me réveillais pas. Non, il n'y avait pas quelqu'un qui criait « coupé ». Mais en fait, il y a tout un truc où votre cerveau est pas du tout prêt à encaisser le truc, quoi. Le sentiment qui a prévalu, c'était un sentiment de honte absolue, en fait. Parce que j'ai eu le sentiment d'une très grande violence, bien sûr. Et j'ai eu l'intuition que le système sur lequel on était quelque chose de totalement inhumain. Dans le sens humain, dans le sens il allait à l'encontre de la vie. Donc à la suite du 11 septembre, j'ai bifurqué en fait. J'ai arrêté d'être femme d'affaires, j'ai arrêté d'être entrepreneur de start-up. Tout ce truc-là m'a dégoûtée au plus haut point. Et comme j'ai toujours un niveau d'énergie assez important, et que j'avais donc cette violence contre à peu près tout et aussi contre moi, j'ai voulu en faire quelque chose et souvent vous basculez dans le sens inverse. Donc on n'arrêtait pas de dire que les bombes venaient d'Afghanistan. Moi j'ai eu envie d'aller voir ces fameux terroristes en fait. J'ai eu envie de me rapprocher du cratère. Donc je suis allée et je suis revenue d'Afghanistan pour le coup. Alors là, les genoux cassés quoi. Le cœur brisé, tout ça. Parce que ce que j'ai vu là-bas, je pense que j'ai vu la fin. La fin de quoi ? Du système dans lequel on est, de l'absolue injustice, en fait. Donc, je suis rentrée de là complètement vrillée, et là, j'avais plus d'autre choix que de mettre en mots ce que je ressentais. Donc, c'est là que j'ai commencé à écrire. L'écriture m'a sauvée, puisque j'en ai fait quelque chose, en fait. J'ai tellement douté, j'ai tellement questionné, j'ai tellement voulu taper, que le fait d'écrire m'a permis de canaliser tout ça. Le premier livre amène à un deuxième livre, qui amène à un troisième livre, qui amène à un quatrième livre, qui amène à questionner toujours le système dans lequel on est. J'ai écrit sur la finance et notre dépendance à tout ça. J'ai écrit sur la technologie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qui gouverne, en fait. Qui est-ce qui tient nos chaînes, plus exactement.
Et en parallèle de ça, comme je déprimais beaucoup au fur et à mesure que je questionnais notre système et que je le comprenais, ou en tout cas j'en comprenais certains aspects, j'ai eu besoin de m'équilibrer en me rapprochant des activistes, des lanceurs d'alerte, parce que j'avais besoin de cet espoir, j'avais besoin de cette lumière. Et je suis allée assez loin puisque j'ai eu la chance d'être reçue à Moscou par Edward Snowden pour un film qui s'appelle Meeting Snowden, qui est en accès libre sur YouTube, et de recevoir sa parole en fait. C'est un peu un maître, quoi, clairement. Et là, j'ai compris 2-3 trucs de plus. Une fois le film fini, en le partageant, j'ai compris que moi, je cherchais à faire en sorte que les adultes autour de moi paniquent autant que moi et se mettent à bouger dans la direction d'un Snowden. Et au même moment, mon fils de 7 ans, il m'a dit « Maman, ça veut dire quoi, la planète va mourir ?» Et c'est un peu ça, en fait, finalement, c'est ça, en fait. Je pense le déclic voilà, t'as raison. écologique. Tout à coup, je me suis dit, dans mon discours, j'avais rien qui allait le tirer vers le haut. J'avais rien qui allait lui donner envie de vivre. Parce qu'en fait, quand un enfant de 7 ans vous dit « Maman, ça veut dire quoi, la planète va mourir ?» il est juste en train de démarrer son éco-anxiété, quoi. Suite à la discussion avec mon fils, qui a duré 1h30, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque, à essayer de convaincre des adultes de bouger là où ils ne bougeraient pas. La façon dont je m'en suis sortie, c'est en faisant la promesse à mon fils que j'allais lui faire un film sur la pollution, pour lui expliquer ce qui se passait. C'est pour ça que je me suis mise à m'intéresser aux lanceurs d'alerte et aux activistes enfants, pour faire un film à la hauteur de mon fils, avec des rôles modèles qui puissent lui ressembler. Et voilà comment est né Bigger Than Us. Littéralement, l'après-midi, j'ai trouvé Melati. En fait, j'ai fait une recherche très sommaire et elle est tout de suite sortie. Ah, Melati, rappelle-nous qui est-ce ? Alors Melati, c'est le protagoniste central du film, qui est un peu le fil rouge en fait entre tous les différents activistes du film. Melati est quelqu'un d'absolument sublime, qui a extrêmement confiance en elle, qui dès 16 ans avait un aplomb et une aura qui était vraiment stupéfiante et très impressionnante. Et hors caméra, je lui ai dit « Melati, comment tu vas, toi ?» Parce que c'était vraiment, nous les jeunes, on va y aller, on va changer, on va y arriver, machin. Et elle m'a fait l'énorme cadeau de me dire la vérité. Elle m'a dit « Ça fait 4 ans déjà que j'essaye de faire cesser la vente et la distribution de sacs plastiques à Bali. J'ai cru que ça prendrait un été. Là, ça fait 4 ans. Ça avance pas. On n'a pas le temps et je suis toute seule. Et j'en suis à mon 2e burn-out, à 16 ans. » Et là, je me suis dit, elle est en train de m'indiquer quelque chose aussi, qui est le burn-out des militants et la solitude des activistes, qui est quelque chose que j'avais vu chez Snowden aussi, chez tous les activistes que j'ai vus. Et j'ai dit, écoute Melati, je peux pas battre le temps. Personne ne peut battre le temps. Par contre, je vais te prouver que t'es pas toute seule. Et donc est né Bigger Than Us, donc un film sur les jeunes qui partout dans le monde s'engagent pour réparer les gens et éventuellement la nature autour d'eux, mais c'est surtout centré sur les gens. Et on est parti à la recherche de cette jeunesse qui répare le monde quand les adultes et les autorités ont capitulé, quoi. Et j'étais partie pour faire un film assez dur. Et en fait, c'était tellement beau. Ils sont tellement énormes, ils sont tellement nobles, ils sont tellement grands. C'est tellement les grandes personnes de cette affaire. Je crois que j'ai réussi à faire un truc que j'ai jamais réussi à faire, qui est un film finalement plein d'espoir. Et donc ce film est sorti au cinéma. On a été sélectionné à Cannes, il est dans 56 pays. Et aujourd'hui, il y a eu plus de 4000 projections citoyennes organisées partout en France. Nous, on a participé à plus de 371 débats l'année dernière. On fait tout ce qu'on peut pour le pousser le plus longtemps possible. Moi, je me dis que je ne m'arrêterai pas tant que tout le monde n'aura pas vu ce film. On a lancé une association pour soutenir les protagonistes à long terme, qui s'appelle Bigger Than Us Support, et notamment pour s'occuper de leur santé mentale, parce que l'argent est un problème, mais surtout la foi est un problème, le rapport au monde est un problème, la solitude est un problème. Donc voilà, on va essayer de prendre soin d'eux pour qu'ils continuent à prendre soin de nous et des personnes qui leur sont chères. Ça serait quoi les conseils qu'on pourrait donner aux auditeuristes qui ont envie en fait de s'engager et qui savent pas trop par quel bout prendre le monde? Je pense que, moi, ce que je retiens de ce que je vis, c'est que tout est une énorme expérience de l'humilité.
Je reviens sur quand j'avais 20, je sais plus combien, et que je suis partie en Afghanistan avec l'idée que parce que j'allais y aller, j'allais avoir un impact et changer le monde. Et je te l'ai dit, je suis rentrée de là en morceaux, quoi. Tellement j'étais triste. Mais j'étais triste devant ma propre impuissance et devant mon ego, en fait. Et donc, si vous avez envie de vous engager, la première chose à comprendre, c'est de vous préparer à l'idée que rien ne va changer. C'est abandonner l'espoir. Non. L'espoir est une désillusion créatrice. Donc, c'est certainement pas abandonner l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose qui te donne envie de vivre et de créer. Mais c'est une désillusion constante parce que ça sera jamais suffisant si tu es dans une démarche qui est celle du monde dans lequel on est, ce qui est pour moi celle du monde d'avant, qui est la rentabilité de ton geste. Si vous faites les choses pour que ça change, il vaut mieux pas les faire. Restez chez vous. Ne changez surtout rien. Si vous voulez faire les choses parce que vous avez envie de vivre, alors là, c'est intéressant. Et vous allez vivre. Mais moi, je vois trop de gens qui s'engagent et qui, au bout de 6 mois, font des burn-out, quoi, parce qu'ils ne tiennent pas. Parce qu'effectivement, la désillusion est trop importante. On croit qu'on va changer le monde, mais on ne va pas le changer. Au mieux, c'est comme Snowden a dit, on va mettre une brique quelque part sur laquelle quelqu'un d'autre pourra venir poser sa propre brique. Il faut avoir cette humilité-là. Donc, je dirais à tout le monde de bien se préparer à céder à cette histoire de toute puissance. Il faut qu'on arrête ça. Vraiment. Et moi, j'ai des leçons tous les jours là-dessus. Je me fais rattraper par la patrouille tous les jours là-dessus. Et pourtant, je pense que voilà, je connais le sujet. Et il n'y a que cette humilité-là qui ouvre la porte vers une connexion spirituelle. Alors, j'aime beaucoup, moi, ce mot humilité, dont l'étymologie est houmous, donc rien à voir avec le houmous libanais. Mais houmous, ça veut dire être à terre. Voilà, j'allais dire. Ouais, et je trouve que c'est hyper beau que tu parles de l'humilité, parce que quand on veut prendre soin de la terre, on a besoin d'être à terre, d'être ramené à terre, en fait, d'être au sol, en fait, de presque poser l'oreille sur un sol terreux et d'écouter battre le cœur de cette terre et d'essayer de vibrer avec en toute humilité. Bah ouais, en même temps, ça donne une force qui fait que, effectivement, toutes tes prétentions disparaissent, en fait. Le vide en toi est rempli de cette joie-là d'appartenir à un grand tout. J'ai trop envie de te prendre dans les bras maintenant. T'inquiète, on va le faire. Wabi, un documentaire sonore massif, réalisé par Théo Boulanger et produit par Social Calling. Écouter Wabi, c'est un acte militant pour prendre soin de soi et veiller sur la nature. La révolution écologique intérieure ne fait que commencer.